J'ai grandi dans une petite ville où on ne fermait jamais la porte à clé, où les vélos restaient posés dans les jardins sans cadenas, où tout le monde se disait bonjour en passant. On connaissait ses voisins, leurs chiens, leurs habitudes. Toute ma scolarité primaire s'est résumée à un seul couloir d'école. À peine une vingtaine d'élèves par classe, et toujours les mêmes visages, de la première à la 8e année. On savait tout les uns des autres, qui avait redoublé, quels parents divorçaient, et même qui faisait encore pipi au lit. Des secrets jamais dits à voix haute, mais que tout le monde devinait. On passait nos journées à jouer au baseball, dans le cul-de-sac, à faire des courses de vélo derrière l'épicerie, à s'inviter pour des anniversaires avec juste du pop-corn, des sodas fluorescents et une VHS, louée dans ce vieux vidéoclub crasseux. C'était les années 90. On vivait pour la Nintendo 64, les POG, et qui imitait le mieux Jim Carrey. Mes parents me faisaient confiance, peut-être trop. Dès la 3e année, j'étais ce qu'on appelait un latchkey kid. Je rentrais seule, je me réchauffais un Hot Pocket au micro-ondes et je m'installais devant les dessins animés du Fox Kids jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais malgré ça, je ne faisais pas de bêtises. Aucun de nous, vraiment. Il n'y avait pas grand-chose à faire de mal, de toute façon. Les soirées pyjama, par contre, c'était sacré. Chaque anniversaire était marqué par des batailles de nerfs, des pizzas dégoulinantes et des blagues de paix jusqu'à ce que l'un de nous finisse par pleurer ou vomir. Toujours le même décor rassurant. Des maisons propres, des mamans en peignoir, des papas qui préparaient des burgers et des grands frères qui nous ignoraient. Alors, quand Mac Wallen a invité toute notre classe de 6e pour son anniversaire, on pensait que ce serait la même chose. Un film, des bonbons, peut-être le vieux gag de la main dans l'eau tiède, on ne savait pas encore dans quoi on mettait les pieds. Mac venait d'arriver en ville avec son grand frère Sam. Leur maison était dans la partie la plus miteuse du quartier, là où les routes n'étaient même pas peintes et où les jardins n'étaient que des plaques de terre. Sam, en 8e, n'avait rien d'avenant. Grand, gras de cheveux huileux, un vieux mulet sur la tête, toujours dans ses débardeurs déchirés, la mâchoire crispée comme s'il mâchait du vide. Il n'était pas franchement méchant, mais il mettait tout le monde mal à l'aise, rien qu'en étant là. Mac, lui, c'était différent. Plus drôle, imprévisible, un peu dingue. Il n'avait peur de rien et ne se souciait pas de ce qu'on pensait de lui. Pour une bande de gamins de 12 ans, c'était excitant. Un billet direct pour des bêtises qu'on n'aurait jamais osé seul. Alors, quand il a distribué ses petites invitations imprimées avec des camions monstres, on a tous dit oui, évidemment. Pas un seul n'a décliné. On est arrivé ce vendredi soir, sac de couchage sur le dos, bruyant et sûr de nous. Mac nous attendait sur le perron, avec son sourire tordu, ses dents de travers. La maison, ou plutôt la baraque, semblait fatiguée, affaissée, presque abandonnée. Des chaises de jardin cabossées devant, des canettes de bière écrasées dans l'encadrement de la fenêtre, un volet suspendu par une seule charnière. Sam était là, planté dans l'entrée, les bras croisés, un cure-dent au coin des lèvres. Pas un mot, juste son regard qui nous suivait en silence. À l'intérieur, l'air empestait le linge humide et la graisse brûlée. Le tapis du salon était gris, crissant sous nos chaussures. La mère de Mac est sortie de la cuisine. Cheveux tirés, joues saillantes, un débardeur rose tellement fin qu'on voyait tout à travers. Pas de soutien-gorge. La moitié des garçons sont devenus écarlates en la voyant. Elle nous a distribué des assiettes en carton avec déjà du gâteau dessus en disant « Amusez-vous bien ce soir !» Puis elle est repartie. 1 minute plus tard, on a entendu une portière claquer et le moteur d'une voiture s'éloigner. « Ils vont au bar », a lancé Mac. « On a toute la maison pour nous. » Et bizarrement, ça m'a glacé. J'avais jamais connu une soirée pyjama sans adulte à portée de voix, mais personne n'a protesté. On voulait pas passer pour des bébés. Au début, c'était l'éclate. Musique à fond, sucre en overdose, bagarre de couloir. Sam rôdait, observant, un sourire bizarre aux lèvres chaque fois que l'un de nous tombait ou se faisait mal. Vers 21h, Mac nous a dit qu'il avait mieux qu'un film. Il nous a emmenés dans sa chambre, qu'il partageait avec Sam, et a ouvert un coffre en bois. Dedans, des piles de cassettes sans étiquette. Il en a glissé une dans le magnétoscope. L'image tremblotante a révélé une chambre. Pas un film, une vraie chambre. Et très vite, on a compris. C'était sa mère, nue. Son père derrière elle. Filmé comme ça, à la va-vite. La pièce entière s'est figée. Certains ont ricané nerveusement, mais personne ne respirait vraiment. Sam était derrière nous, les bras croisés. « Vous aimez ça ?» Mon père filmait tout. J'ai voulu partir tout de suite.
Mais mes jambes ne bougeaient pas. Mac rigolait. « Et si on en regardait d'autres ?» Il a sorti des sextoys d'un tiroir, des trucs sales qui sentaient le latex rance qu'il a balancé à la ronde. Un garçon les a attrapés, puis lâchés, comme si c'était brûlant. Puis Sam a sorti une petite boîte en bois. Il l'a ouverte. À l'intérieur, un revolver. Réel, brillant, huilé. Il l'a levé vers le plafond, puis vers l'un de nous. « Bang !» a-t-il crié, sec. Tout le monde a sursauté. Mac a ricané. Il n'est pas chargé. Mais sa voix tremblait. Sam a commencé à faire le tour, pressant le canon sur nos fronts, les uns après les autres. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas respiré. Le métal froid sur ma peau, le cliquetis du chien qui l'armait doucement, et son sourire. « Et si... » a-t-il chuchoté. Puis il est passé au suivant. Après ça, plus rien n'était pareil. Les jeux avaient cessé d'être des jeux. Sam a donné un coup de pied au chien famélique qui aboyait trop. Mac a attrapé une souris dans une boîte à chaussures et l'a balancée dans le broyeur de l'évier. Le bruit, je l'entends encore. Puis une petite couleuvre est sortie d'un aquarium et a fini au micro-ondes. Certains ont détourné les yeux. Le point de non-retour est arrivé quand ils ont foutu le feu à la poubelle du voisin avec du liquide inflammable. Les flammes ont jailli. Sam tournait autour, pieds nus, hilar. Nous autres, on se regardait, livides. Ce n'était plus de la rébellion, ce n'était plus des bêtises, c'était autre chose. J'ai pris mon sac, serré mes lacets avec des doigts tremblants, et j'ai quitté cette maison sans un mot. La nuit dehors paraissait immense. Je n'ai pas couru. Chaque pas résonnait. J'avais l'impression qu'il me suivait, ou pire, que quelque chose du film avait franchi l'écran et marchait derrière moi. 8 blocs plus loin, j'ai franchi la porte de chez moi. Mes parents étaient devant les infos. Ma mère tricotait, mon père buvait son thé. Quand ils m'ont vu, ils ont tout de suite compris. Ma mère m'a serré contre elle, mon père a éteint la télé. Je leur ai tout raconté. Le pistolet, les cassettes, les animaux. Tout sauf ce que je n'arrivais pas à mettre en mots. Le regard de Sam, le rire vide de Mac. Le lendemain, l'école et la police étaient déjà au courant. D'autres parents avaient appelé. La maison des Wallen a vite été envahie de flics. Les cassettes et l'arme ont été saisies. Sam a été envoyé ailleurs, Mac suspendu. Le chien a été emmené par la fourrière. La maison a été mise en vente, puis murée, finalement rasée. Aujourd'hui, il n'y pousse même pas d'herbe. On n'en a jamais vraiment reparlé entre nous, mais aucun de nous n'en est ressorti indemne. J'ai changé ce soir-là. J'ai appris à verrouiller mes portes, à écouter le bruit des verrous, à rester loin des fêtes et des nuits à plusieurs. Une part de moi est morte ce soir-là, mais une autre est née, plus méfiante, plus solitaire. Et honnêtement, je crois que je préfère ça. Je n'ai participé qu'à une seule soirée pyjama de toute ma vie. Une. Et ça m'a amplement suffi. Ce n'est pas que mes parents étaient hyper stricts ou religieux, non. Ils voulaient juste connaître les familles chez qui je dormais. Après ce soir-là, ils se sont assurés que je ne passerais plus jamais la nuit chez qui que ce soit. C'était en CM2. Le gamin s'appelait Tommy Jurgens. Tout le monde aimait Tommy. Un petit nerveux à grande gueule, avec une fausse confiance en lui qui, allez savoir pourquoi, fonctionnait. Il connaissait tous les cheat codes sur PlayStation et savait cracher droit vers le ciel à 2,50 m, puis rattraper sa bave dans la bouche. Ce genre de gosse. On le trouvait cool, mais en vrai, on ne connaissait pas Tommy. Pas vraiment. Une bonne partie de ce qui le rendait cool venait du fait qu'il avait été élevé par une bande de dingues complets. On avait parfois des indices. Il n'apportait jamais de déjeuner, juste des billets froissés et des tickets de grattage. Il lâchait des phrases adultes du genre « Le mec de ma mère est ressorti encore » ou « L'oncle Mike s'est fait choper à Flagstaff ». À l'époque, tout ça nous passait au-dessus. Tommy, quoi. Il était avec nous depuis le CE2. Il n'avait pas tant d'amis proches, mais on voulait tous traîner avec lui. Sa vie avait l'air électrique, différente. Alors, quand il a distribué des invitations écrites au marqueur sur une feuille de cahier pleine de fautes, j'ai dit oui, sans même demander à mes parents. Ils n'étaient pas ravis en la voyant, mais le nom Jurgens leur disait vaguement quelque chose, alors ils ont cédé. Je crois que ma mère a parlé à sa mère 90 secondes chrono avant d'accepter. D'accord, mais si quoi que ce soit te semble bizarre, tu nous appelles. Je le pense vraiment. Le vendredi arrive. On descend tous du bus, surexcités.
Tommy habite en lisière de ville, dans une maison affaissée avec 4 pick-up devant et 2 bateaux pourris dans la cour. Pas près de revoir l'eau, ceux-là. Le garage est ouvert, et je vous jure qu'un vrai kit de batterie est en train d'être monté. Des types trimballent des amplis à l'intérieur. On n'a même pas encore retiré nos sacs. Tommy nous accueille sur le perron avec son sourire habituel. « Vous allez péter un câble. » Il ne mentait pas. En entrant, j'ai eu l'impression de débarquer à une fête chez mon oncle, pas à un anniversaire d'enfant. Déjà, il y avait des adultes, des amis des parents, j'imagine, qui buvaient, fumaient et riaient dans le salon sans la moindre attention pour nous. Des piles de bière trônaient sur la table dans la cuisine. Le couloir sentait le pop-corn brûlé, noyé sous une épaisse fumée d'herbe. Sur le moment, on était trop jeunes pour saisir exactement ce qui clochait. Ça semblait juste chaotique. Musique forte, soda glacé, grande cour. On s'est dit qu'on venait d'atterrir à l'anniversaire le plus cool du monde, sans idée de ce qui nous attendait. La cour paraissait grande comme un terrain de foot. Un trampoline rouillé, un pied tordu qui penchait dès qu'on montait à plus de 2. Quelqu'un avait scotché une vieille cible de fléchettes sur un mesquite à moitié mort. Le sol, un patchwork de terre battue et d'herbes maigres, semé de canettes vides. Au centre, une glacière pleine de soda orange et de RC Cola comme un trésor, qu'on a pillé aussitôt. Puis le groupe a débarqué. Je blague pas. Un vrai groupe local. 4 types en jeans déchirés et lunettes noires, portant leur matériel jusqu'à une scène, une plaque de contreplaqué posée sur des parpaings. L'un portait un gilet, torse nu dessous. Il s'appelait Code 3. Le chanteur a hurlé dans le micro. « On va réveiller cette ville !» Un cri si aigu que tous les chiens du quartier se sont mis à aboyer. Ils ont attaqué par You Give Love a Bad Name. Tous les CM2 ont pété les plombs. Même les timides sautaient en cadence, comme si c'était un vrai concert. On avait 11 ans, on buvait des sodas, on balançait des fléchettes contre un arbre, on écoutait un groupe de reprises de Bon Jovi pendant qu'un type ivre, inconnu au bataillon, grillait des hot dogs sur le perron. C'était insensé. Et oui, un peu génial. Quand le soleil a baissé et que le tue-mouche électrique s'est allumé, l'ambiance a changé. Les adultes devenaient pâteux. On n'était plus à quelques bières. Les bouteilles d'alcool fort sortaient. J'ai vu un type verser un liquide transparent dans un gobelet rouge, puis tituber vers le garage. Dedans, d'autres gars, la vingtaine je dirais, jouaient aux fléchettes pour de l'argent. Des billets étalés sur une machine à laver, comme une table de poker. Le père de Tommy, ou celui qu'on pensait être son père, était un type massif, luisant de sueur, short cargo, grosse chaîne au cou. Il aboyait sur un certain Shane à propos de triche. « T'as dépassé la ligne, espèce de connard, je t'ai vu !» rugissait-il. Shane, grand gars maigre rougeau, tenait une fléchette, comme s'il allait la planter dans un œil. Une deuxième cible était accrochée dans le garage pour les grands. On traînait là, planté, scotché. Tyler a soufflé. « On ne devrait pas dégager d'ici ?» On n'a pas eu le temps. Shane a lancé sa fléchette, a complètement raté la cible, et le père de Tommy l'a poussé violemment. Shane a trébuché, renversé une caisse à outils, puis a répliqué à coups de poing. Les 10 secondes suivantes n'ont été que bruit. Métal qui s'entrechoque, chair frappée, verre brisé. Un gars a été projeté contre le chauffe-eau avec un boom de coups de fusil. On est resté figé. Certains gamins se sont mis à pleurer. La bagarre s'est arrêtée quand la mère de Tony, qui enchaînait les clopes sur le perron, a débarqué en hurlant de tout arrêter. Une voix râpeuse, sel et vinaigre. Je l'ai vu planter ses ongles dans le bras du père de Tommy et le tirer dehors par la peau. « La fête reprend !» a-t-elle râlé, et le groupe a relancé un morceau comme si de rien n'était. À partir de là, la frontière entre fun et dangereux s'est dissoute en quelques minutes. Peu après, les drogues sont sorties. Pas un petit joint discret, de la vraie cam. Une table basse a été dégagée et la mère de Tommy a renversé un sac de sandwich rempli d'herbes verdâtres et une pile de poudre blanche. J'ai cru à de la farine pendant une seconde. C'en n'était pas. Un certain Zek a commencé à hacher ça avec une carte Blockbuster. « T'inquiète, c'est pas de la coke, juste un peu de go fast. » Comme si ça rendait la chose acceptable. Une autre adulte, je crois la tante, tirait sur une pipe en verre en chantant Panama. Tommy est revenu du garage avec un gros sourire idiot et un joint au bec, comme un bonbon. On l'a fixé, muet. « Frérot, tire là-dessus !» a-t-il dit à Cody Anderson. Cody a reculé, comme devant une vipère. Tommy a haussé les épaules, a tiré une taffe, a toussé comme un mourant, puis a ri jusqu'à s'effondrer.
À ce moment-là, j'étais encore amusée d'une façon dangereusement funambuliste. Comme si on s'était faufilé dans un film interdit et qu'on retenait notre souffle pour ne pas se faire prendre. C'était dingue, oui, mais pas encore terrifiant. On a fini dehors, affalés sur des chaises de jardin, buvant du soda tiède, regardant Code 3 terminer son set. Les adultes étaient défoncés, titubants, riant, oubliant leur propre prénom. Quelqu'un vomissait à sec dans les buissons. Je racontais une histoire de fantôme quand on a réentendu des cris. Les mêmes voix. Le père de Tommy et évidemment Shane. « Tu m'as roulé !»« Non, t'es juste mauvais aux fléchettes, Shane. » Puis un autre fracas, un cri, des gens qui courent. On s'est levé. 2 gamins ont filé vers le côté de la maison. Nous autres, on a contourné le garage en retenant notre souffle. Je sentais déjà l'air changer, ce silence lourd qui tombe d'un coup. Shane était au sol, du sang sur la chemise. Le père de Tommy tenait un couteau pliant avec garde-jointure. Shane gémissait, la main sur le flanc. Quelqu'un a hurlé. Et là, bang, bang, bang. 3 coups de feu. Vrais, proches, assourdissants. Le chaos total. La mère de Tommy est allée sur la pelouse en larmes. Un des musiciens a plaqué le type armé et a réussi à lui arracher le flingue. Personne n'a été touché, par miracle, mais il avait des douilles par terre. Le charme était brisé. Ce n'était plus une fête, c'était une zone de guerre. Les flics ont débarqué en moins de 10 minutes. Sirène hurlante, gyrophares rouges et bleus sur la pelouse comme une discothèque de crime. J'étais toujours dans l'arrière-cour, les chaussures à la main, tremblant au point de ne plus pouvoir défermer lacets. Cody Anderson pleurait. « On vient de se faire tirer dessus. On vient de se faire tirer dessus. » Ils nous ont rassemblés sur le trottoir. « Assis, ne bougez pas. » Les voisins étaient sortis, parlaient aux officiers, pointaient la maison comme si c'était un feuilleton. Une femme enroulée dans une couverture m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête. C'était faux. Les parents sont arrivés les uns après les autres, phares alignés dans la rue. Le visage de ma mère quand elle m'a vue. Je ne l'oublierai jamais. Pas de question. Elle m'a serré comme si je revenais du front. Le père de Tommy s'est fait menotter et embarquer. Shane est parti en ambulance, conscient, mais saignant à travers un paquet de sopalin qu'on lui avait plaqué contre les côtes. D'autres adultes se sont fait interroger dans l'allée. Un type s'est barré avant de donner son nom, a disparu avec un sac à dos rempli de je ne veux pas savoir quoi. On n'est pas retourné à l'école le lundi. Tommy non plus. Les rumeurs ont bourdonné. L'arme était volée. La poudre, de la meth. Un musicien, un ex-tolard. Je m'en foutais. Je voulais juste oublier. Impossible. Ma mère a dit à l'école que je n'avais plus le droit de dormir chez qui que ce soit. Pas tant que tu vis chez moi et que tu ne payes pas tes factures, m'a-t-elle lancé. Fin de la discussion. Je n'ai pas protesté. Aux dernières nouvelles, Tommy et sa famille ont déménagé vers Yuma. Il n'est jamais revenu. Et comme je l'ai dit au début, je n'ai jamais refait de soirée pyjama. Jamais. Ma femme et moi-même avions essayé d'avoir un enfant. Nous étions ravis quand il est né. Il était désiré et aimé. Nous l'avons couvert d'affection. J'ai vraiment fait de mon mieux pour lui offrir une vie heureuse. Mais depuis le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, il n'a cessé d'être malheureux et a pleuré pendant 13 mois. Je n'exagère pas, 13 mois sans interruption. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de voix. On pouvait voir son petit visage se froncer sans aucun bruit émanant de sa bouche, totalement rock. Parfois, il pleurait littéralement dans son sommeil. Je n'ai jamais vu ou entendu un autre enfant être capable de faire ça. Nous l'avons amené chez le médecin. Des médecins spécialistes. Nous avons essayé de changer son régime alimentaire. Nous l'avons même tenu dans nos bras, bercé, offert des jouets. Nous l'avons emmitouflé, essayé de l'apaiser avec de la musique. Tout ce à quoi nous avons pu penser, mais rien n'a fonctionné. 13 mois de grincement de dents sans sommeil. Un enfer. Une fois qu'il a dépassé le stade des pleurs, nous pensions être sortis d'affaire. Mais il est vite devenu clair que pour une raison inconnue, il était juste en colère d'être en vie. Je n'ai jamais vu ce gamin avoir un véritable sourire joyeux. Et tout le temps que je l'ai connu, j'ai vu un sourire vicieux et horrible s'étendre sur tout son visage, prenant un plaisir pervers, causant de la douleur et de la souffrance. Pas une seule seconde n'aurait-il fait ne serait-ce qu'un unique sourire authentique, montrant qu'il était heureux. Pas une seule fois. Il ne s'intéressait à rien de positif.
Il était alimenté par la haine et tout ce qu'il faisait fut orienté vers ça. Et dès qu'il a pu marcher, sa seule mission dans la vie a été de créer des histoires. Il essayait de casser tout ce qui se trouvait à sa portée. Il les écrasait, les mâchouillait, les jetait dans les toilettes, tout ce qu'il pouvait faire. Après un certain temps, il a compris comment enlever sa couche et a pris un grand plaisir à chier et à pisser partout où il le pouvait. Après un certain temps, il a compris qu'il pouvait le cacher et a commencé à uriner et déféquer dans des endroits où on ne les trouverait pas tout de suite, ou encore les écrasant sur les tapis, ce qui rendait le nettoyage encore plus difficile, rendant la maison puante. Quand il a grandi, entre 9 et 15 ans, il pissait et chiait dans notre lit, jusqu'à ce qu'on mette un verrou à notre porte et qu'il ne puisse plus rentrer. Puis il a chié dans le couloir, en face de notre chambre. Cette guerre biologique a commencé à ses 2 ans et demi, et il n'est jamais sorti de cette phase. Je vais essayer d'accélérer le rythme, car je pourrais littéralement continuer pendant des jours sur ce sujet, mais en grandissant, il est devenu de plus en plus ingérable. Il mordait, donnait des coups de pied, criait, griffait et crachait sur tous ceux qui essayaient de faire quelque chose de lui. Il a été renvoyé de l'école 2 fois avant l'âge de 9 ans. Ils l'ont laissé revenir, puis l'ont renvoyé pour de bon. La suivante l'a mis dans une classe spéciale qui le tenait éloigné des autres élèves. Nous avons dû installer une porte et un verrou dans la cuisine, parce qu'il avait toujours des couteaux, et les utiliser pour atteindre les murs, les meubles, ou pour poursuivre les gens avec. Quand il avait 10 ans, il m'a poignardé assez violemment dans la hanche et les fesses. J'en ai encore les cicatrices. En grandissant, il est devenu encore plus sombre. Cette fois, il mettait le feu à des choses et torturait les animaux du coin. Je profite de l'occasion pour devancer la montagne de messages que je risque de recevoir. Oui, nous avons été en putain de thérapie avec le gamin. Il voyait un psychiatre 2 fois par semaine et Dieu seul sait combien de médicaments différents lui ont été prescrits au fil des années. Rien n'a fonctionné. La thérapie n'a pas fonctionné et les médicaments n'ont rien fait. Rien n'a putain de fonctionné. C'était comme un nuage toxique de haine et de fureur qui s'abattait sur tout ce qui était à sa portée. Quand mon fils a eu 16 ans, ma femme est tombée de nouveau enceinte. Je ne peux pas vous dire à quel point notre réaction a été différente cette fois. Au lieu de la joie, nous avons ressenti de l'horreur. Cette grossesse n'avait pas été planifiée et nous ne savions pas du tout quoi faire. Mon fils avait été un cauchemar sans fin pendant 16 ans. Nous ne pouvions pas supporter l'idée de recommencer tout cela depuis le début. Nous avons envisagé une interruption de grossesse, mais dans un premier temps, ça n'est plus aussi évident à faire de nos jours. Et deuxièmement, ma femme est très opposée à cette idée. Nous avons parlé de plusieurs options, mais à la fin, nous avons décidé que ma femme aurait le bébé, et que s'il devenait mauvais, nous le ferions adopter. Nous savions que nous ne pouvions pas revivre ça avec un autre enfant qui serait similaire à notre fils. Nous avons eu une fille, elle était normale. Soudainement, nous avons vu ce que nos vies auraient dû être depuis tout ce temps. Elle riait de tout, elle allaitait sans mordre, elle n'avait pas de dents de toute évidence, mais on pouvait voir qu'elle essayait juste de manger et non d'arracher le sein de sa mère. Après 4 mois, elle faisait ses nuits. Elle était heureuse, tout à fait normale. Je ne peux pas décrire le soulagement et le bonheur que nous avons ressentis tous les deux. Je n'ai pas de mots pour ça. C'est à ce moment-là que je crois avoir commencé à m'éloigner de mon fils. Auparavant, quelles que soient les erreurs que j'ai pu faire, j'essayais toujours de faire du mieux que possible pour mon fils. J'en suis convaincue. J'ai essayé de l'aider, de l'aimer et de prendre soin de lui. J'ai vraiment essayé. Mais quand ma fille est née, ma femme et moi-même nous sommes instinctivement tournés vers elle. Elle est devenue notre centre. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle était plus facile à vivre. Elle était si heureuse et douce. Chaque moment passé avec elle était magique. Je comprends que c'était mal, mais honnêtement, nous ne pouvions pas nous en empêcher. Je n'ai pas de meilleure explication que celle-là. Mon fils n'en avait rien à faire de la grossesse de ma femme. Je ne sais vraiment pas s'il comprenait ce qui se passait. Mais quand nous avons ramené notre fille à la maison, il a commencé à se comporter encore plus mal. Je ne pensais pas que c'était possible, mais il semble être monté d'un cran. À cette époque, il avait environ 17 ans. Nous nous disputions tous les jours. Généralement, après une dispute, il quittait la maison en trombe et disparaissait pendant des heures ou revenait le lendemain matin. C'était un soulagement. Axley a commencé à attendre avec impatience nos disputes parce que cela lui permettait de s'éloigner de nous pendant un moment. Après la naissance de notre fille, ma relation avec mon fils a presque entièrement disparu. Nos seules interactions réelles consistaient à se crier dessus. Ma femme était encore pire avec lui. Elle ne ressentait plus rien à ce moment-là. Si notre fils entrait dans la même pièce qu'elle, elle arrêtait tout simplement ce qu'elle était en train de faire et commençait à crier « Dégage de là! Va-t'en! Hors de ma vue !» Et ce, jusqu'à ce qu'il parte. Il a commencé à passer de plus en plus de temps hors de la maison, ce qui a été une bénédiction pour nous.
Je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait dehors. Nous étions juste heureux que cela ne nous soit pas infligé. Des suites du comportement de notre fils, nous avions beaucoup investi dans des serrures placées partout dans la maison. Toutes les portes intérieures minces et bon marché ont été remplacées par des portes en bois épaisses et denses, impossibles à enfoncer et équipées de serrures dont ma femme et moi avions les clés. Je sais que cela peut paraître extrême, mais les serrures et de lourdes portes étaient le meilleur moyen que nous avions trouvé pour créer un espace sûr pour nous protéger de lui. Encore une fois, avant que je ne reçoive trop de messages, je n'enfermais pas mon fils dans sa chambre comme une sorte de prisonnier. Il avait le champ libre dans la maison et pouvait aller et venir à sa guise. Ma femme et moi nous enfermions dans des pièces pour nous protéger de lui. En fait, nous étions prisonniers dans notre propre maison. Le jour en question, je me suis battue avec mon fils le matin. Ma femme et moi étions en train de profiter d'un peu de paix et de tranquillité dans la cuisine pendant que notre fille dormait. Tout à coup, ma fille s'est mise à pleurer. Tout parent qui a de jeunes enfants peut vous le dire. Vous vous habituez aux pleurs de votre enfant et vous pouvez deviner au bout d'un moment ce dont il a besoin. Ils pleurent différemment quand ils ont faim, s'ils ont besoin d'être changés ou s'ils sont simplement agités et veulent être bercés. Les bébés peuvent communiquer assez bien avant de parler. Ce cri, en revanche, n'était rien de tout ça. C'était un cri de terreur. À la seconde où nous l'avons entendu, ma femme et moi nous sommes levés de nos chaises et avons couru. La porte était fermée à clé, bien sûr, et il a fallu quelques secondes pour trouver la bonne clé et l'ouvrir. Mon fils était dans la chambre. Nous vivions dans un bungalow et ce bâtard avait grimpé par la fenêtre pour arriver jusqu'à elle. Il se tenait au-dessus de son berceau avec un couteau à viande à la main. Je n'ai aucune idée d'où il l'a eu. Ce n'était pas un des nôtres. Nous contrôlions nos couteaux très soigneusement et nous les gardions toujours dans des tiroirs fermés à clé. Je pense qu'il a pu le prendre chez un de nos voisins. Il lui avait déjà perforé la peau 2 fois, une au niveau du ventre, l'autre au niveau du bras. Je pouvais voir du sang. Quand je suis entrée dans la pièce, il faisait frotter le dos du couteau sur son visage. Pas de coupure. Il semblait la taquiner pendant qu'elle criait. Il a levé les yeux vers nous et a souri. Avant que je sache ce que je faisais, j'étais déjà en train de courir pour m'interposer entre eux. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé instinctivement. Malgré ça, ma femme est arrivée avant moi. C'était comme dans un film en accéléré. Elle a atteint notre fils et a dégagé la main, en voyant le couteau à travers la pièce, puis l'a poussé de tout son poids. Il s'est envolé du berceau et a rebondi contre le mur. J'ai pris ma fille dans mes bras pendant que ma femme nous scannait. Je la voyais trembler, presque convulsée. Je me souviens de l'odeur de la pièce, du bruit de ma fille qui hurlait et gémissait, le regard de mon fils qui se tenait là, vide, rien du tout, comme mort. Il n'y avait rien dans ses yeux. Pas la moindre émotion. Il ressemblait à un alien à mes yeux. J'ai regardé ma femme faire un pas vers lui. J'aurais pu tendre la main et l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Elle a fait un autre pas en avant, très près de lui. Encore une fois, j'aurais pu l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Jusqu'à présent, vous avez pu vous imaginer que ma femme était une femme typique, de petite taille, sensible et délicate. Ce n'est pas le cas. Ma femme a certes un petit gabarit, mais elle n'est pas sensible ou délicate et ne l'a jamais été depuis que je la connais. Depuis son adolescence, ma femme est boxeuse. Le MMA n'existait pas à l'époque, mais le karaté et la boxe étaient très pratiqués à l'époque et ma femme était une amatrice très talentueuse. Elle pesait un peu moins de 60 kilos et avait beaucoup de muscles et elle savait comment frapper. À l'époque, j'avais 30 kilos de plus comparé à elle et je n'ai aucun doute à affirmer que dans un vrai combat entre elle et moi, elle m'aurait battu à plat de couture. Aucun de nous deux n'aurait levé la main de colère sur notre fils auparavant, mais quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là. Toutes ces années de colère, de douleur, de chagrin et de frustration ont jailli. Quand elle l'a frappé, sa tête est partie en arrière brusquement et du sang a commencé à couler de son nez. Il a à peine réagi. Il l'a juste regardé avec cette expression choquée, comme s'il ne savait pas comment réagir à ce qui venait de se passer. Elle a attendu une seconde de plus, puis l'a frappé à nouveau. J'aurais pu tendre la main pour l'arrêter, j'aurais pu la traîner hors de la pièce, l'emmener et la calmer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là et je l'ai regardée pendant qu'elle commençait à le réduire systématiquement en bouillie. Chaque fois qu'il levait les mains pour couvrir une partie de son corps, elle envoyait de puissants coups sur une autre partie de son corps, sa tête, son corps, encore et encore. Il a commencé à crier, à pleurer, à hurler pour qu'elle arrête. C'était la réaction la plus sincère qu'il n'ait jamais eue de toute sa vie. Mais elle ne s'arrêtait pas. Je l'ai regardée augmenter ses coups, frappant plus fort et plus rapidement, le travaillant comme un sac de frappe. Il a essayé de la frapper en retour, mais elle l'esquivait facilement. Elle était en pilote automatique et réagissait comme à l'entraînement. Je suis restée là, à regarder la scène pendant quelques minutes, puis je leur ai tourné le dos. J'ai fait sortir ma fille de la pièce. Je l'ai emmenée dans la cuisine et lui ai donné un bain dans l'évier. J'ai découvert qu'il lui avait fait une entaille une 3e fois sur la plante de son pied, mais toutes les coupures restaient superficielles. Je l'ai nettoyée
crié et tenu jusqu'à ce qu'elle se calme. Puis, j'ai mis des pansements sur ses blessures. Dans notre chambre, j'entendais mon fils crier et insulter ma femme de façon horrible, lui dire qu'il allait lui couper la tête et sodomiser son cadavre. Au bout d'un moment, je ne l'ai plus entendu dire quoi que ce soit. Je ne l'ai même plus entendu crier. Je suppose qu'il a dû être assommé, mais j'entendais encore ma femme le frapper. Ça a duré très longtemps, assez pour que ma fille s'endorme dans mes bras. Je suis restée assis à la table de la cuisine à attendre que ma femme ait fini. Finalement, elle est sortie et s'est assise en face de moi. Ses mains étaient enflées et rouges, son visage et ses bras couverts de sang, sa poitrine se soulevant. Nous nous sommes regardés sans rien dire. Après un moment, je lui ai demandé « Il est mort ?» Elle m'a regardé et m'a répondu « Je l'espère bien ». J'ai hoché la tête. Et c'était tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Je comprenais parfaitement ce qu'elle ressentait et j'étais de son avis. Je ne savais pas quoi faire, alors nous sommes restés assis à attendre en silence. Ma femme s'est évidemment mise à pleurer et est allée prendre une douche. Je suis restée là, à tenir notre fille dans mes bras. Puis après un long moment, j'ai entendu des gémissements et des sanglots venant de la chambre. Il s'est avéré que mon fils n'était pas mort. Je suis entrée pour voir à quel point c'était grave et c'était plutôt moche à voir. Je n'ai jamais vu de coup plus impitoyable de toute ma vie. Il était allongé sur le sol, se roulant dans tous les sens, le visage ensanglanté. Son nez était totalement écrasé et ses 2 yeux complètement fermés et enflés, commençant déjà à noircir. Je pouvais voir que 2 de ses doigts étaient pliés sous des angles bizarres. Il avait aussi pissé dans son pantalon. Je pense qu'il devait lui manquer des dents, mais je n'en ai pas vu par terre et je ne pouvais pas voir l'intérieur de sa bouche non plus, puisque ses lèvres étaient toutes enflées. Pour en avoir parlé à ma femme plus tard, je sais qu'elle avait volontairement brisé chaque partie de son corps, se concentrant davantage sur ses poumons. Elle m'a dit qu'elle l'avait frappé à l'aine à plusieurs reprises jusqu'à ce que ses jambes n'en puissent plus, et qu'elle avait continué à s'en prendre à lui longtemps après qu'il se soit évanoui. Quand ma femme est sortie de la douche, je ne savais toujours pas quoi faire pour notre fils. Je ne savais pas s'il fallait appeler la police ou une ambulance, ou bien l'emmener moi-même à l'hôpital. Je n'avais en toute sincérité aucune idée de ce qu'il fallait faire. Après un certain temps, j'ai réalisé que je ne me souciais plus de ce qui pouvait lui arriver, et nous avons décidé de le laisser vivre ou mourir par lui-même. Il y avait une suite murale dans le sous-sol que nous n'avions jamais vraiment utilisée. Ma femme, ma fille et moi-même avons déménagé là-bas. Nous avons simplement attribué le dernier étage de la maison pour mon fils et nous avons tout verrouillé, séparant nos vies entièrement. Il y avait beaucoup de nourriture dans les armoires de l'étage, assez pour tenir 2 semaines ou plus. Nous avions une salle de bain au sous-sol, une petite kitchenette et une entrée séparée nous permettant d'arrêter de monter à l'étage. Nous avons décidé que nous en avions fini avec lui. Je me suis dit que nous allions laisser sa nourriture s'épuiser et voir ce qui se passerait. Au cours de la semaine suivante, nous l'avons entendu se déplacer à l'étage. Je pense qu'il passait la plupart de son temps allongé dans son lit, en train de récupérer. J'allais au travail en restant en alerte, au cas où il m'attaquerait dans l'allée, mais il ne l'a jamais fait. Ma femme est restée à la maison avec notre fille. Elle ne la quittait jamais des yeux. Une nuit, nous l'avons entendu devenir fou, frappant et détruisant tout ce qui pouvait se trouver dans la maison. Mais nous n'avons pas réagi. Il n'a jamais essayé de descendre ou de s'approcher de nous. Je pense qu'il avait peur que ma femme finisse le travail. Après 3 semaines au sous-sol, ça faisait plusieurs jours que nous n'avions plus rien entendu venant d'en haut. Je me suis aventurée à l'étage principal de la maison. L'endroit était démoli et il n'y avait aucun signe de mon fils. Il était parti. Il a fallu des mois pour réparer les dégâts qu'il avait faits. Il y avait de la nourriture et de la merde étalée sur tous les murs, du verre brisé sur le sol, des trous dans les cloisons sèches. Il avait tout démoli. Il a déchiré le lino dans le coin de la cuisine et a vidé l'extincteur à mousse dans le salon. J'étais reconnaissant qu'il n'ait pas brûlé la maison. Je ne sais toujours pas pourquoi il ne l'a pas fait. Enfant, il n'hésitait pas à mettre le feu à des objets. Après ça, j'ai vécu dans la peur chaque jour. Peur qu'il revienne, qu'il tende une embuscade à l'un d'entre nous à l'improviste et essaye de nous tuer. Nous avons déménagé environ 3 ans plus tard et j'ai finalement arrêté d'avoir peur qu'il revienne, qu'il réapparaisse, puisqu'il n'avait aucune idée de l'endroit où nous étions. Je me sentais enfin en sécurité. Tout ça s'est passé il y a très longtemps. Mon fils est né au printemps 1971. Ma fille, quant à elle, est née en 1988. Je suis un vieil homme maintenant. Je vais avoir 70 ans cette année et ma femme est décédée d'un cancer en 2016. Ma fille a 34 ans désormais. J'ai emménagé avec elle et son mari après le décès de ma femme. J'ai 2 petites filles qui sont ma plus grande joie. Je vois un thérapeute 2 fois par mois pour parler de tout ça. Je ne sais pas où est mon fils. La dernière fois que je l'ai vu, il était étendu sur le sol en sang brisé. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis qu'il est parti il y a de ça plus de 30 ans. Mais je ne veux pas en avoir. Je porte beaucoup de culpabilité depuis cette époque et beaucoup d'émotions contradictoires.
frère. Je ne l'ai pas battu moi-même, mais j'ai laissé faire et je pensais qu'il le méritait. Je n'ai pas essayé de le tuer, mais j'aurais été heureux qu'il meure. Dans un sens, j'espère qu'il a pu surmonter ses démons et mener une vie normale. Autrement, s'il n'a pas été capable de changer, s'il est resté comme il était autrefois, alors j'espère vraiment que quelqu'un l'a tué. Et peu importe comment ça s'est passé, je souhaite juste qu'il ne soit pas encore dehors en train de blesser d'autres personnes.